Nous revenons dans cette émission sur une discussion publique qui avait eu lieu le vendredi 19 octobre, une présentation au café Michel Firck du livre « Race et capitalisme » édité aux éditions Sileps en présence des auteurs Félix Bozio, Evan G. Épée, Stella Magliani Belkacem et Sadri Chiari. Alors dans le texte de présentation, vous pouvez lire « En France, quand elle n'est pas tout simplement ignorée, la question raciale est prise en tenaille. Il y a d'abord celles et ceux, les plus nombreux à gauche, qui en font une sorte de menace à la prise en compte des classes sociales et de l'exploitation économique. Il y a ensuite celles et ceux qui, souvent en réaction au premier, soulignent l'importance de traiter la race comme une construction identitaire. Si l'on reconnaît alors au racisme et au processus de racialisation la capacité de structurer le monde social, c'est au prix d'une séparation entre les problèmes liés à l'identité et aux représentations d'une part, et les questions relatives à la domination sociale, au fonctionnement du capitalisme et aux luttes populaires d'autre part. Donc le livre très ambitieux se proposait d'introduire les premiers jalons d'une réflexion stratégique globale contre le système raciste. Derrière, bien sûr, on s'est très vite aperçu au moment du débat que derrière ce livre, c'était les indigènes de la République et que la catégorie blanc était opposée à la catégorie non blanc. Tout cela de façon très confuse, avec la race comme construction sociale, etc., etc. Et comme on pourra le voir dans l'émission, la vigueur des débats a montré que, bien loin de proposer une stratégie décoloniale, cette position ne fait que exacerber les problèmes et conduire à plus de confusion et on va dire, d'incapacité à définir une stratégie globale, justement. Nous, on vient pour présenter un bouquin qui s'appelle Race et capitalisme et qui est publié chez Sileps. Donc nous, c'est le coordinateur et la coordinatrice, ce qui veut dire qu'en fait, on a fait la sélection des textes et l'introduction. Et en guest star, on est contributeur. Donc, je vais commencer par lui, Sadri Chiari, qui vit en Tunisie et qui est un des membres fondateurs du mouvement puis parti des indigènes de la République. Et donc j'ai co-coordonné l'ouvrage avec Félix Bozio et Evan G. Épée, qui lui participe au comité éditorial de Contretemps, de la revue des livres et qui est étudiant. Ouais. Donc pour parler plus précisément du livre, on peut pas dire, par exemple, qualifier ce livre, on peut pas dire que les articles de ce livre soient particulièrement accessibles. Mais pour me faciliter la tâche, je vais plutôt dire ce qui est accessible dans le livre d'abord son prix, à 7 €. Mais au-delà de ça, c'est à notre avis, ce qui rend d'abord accessible ce recueil, c'est que chaque article répond à des questions d'ordre politique, ce qui les rapproche de l'expérience commune. Donc quand je dis que ces articles se rapprochent de l'expérience commune, ce que je veux dire, c'est que les textes réunis dans ce petit recueil, donc il y en a quelques-uns, ils s'inscrivent tous, à notre avis, dans des débats précis et contemporains, et notamment dans celui qui a été remis à l'ordre du jour, au bout du jour, par exemple, avec un livre comme celui publié chez Raison d'Agir, qui s'appelait La diversité contre l'égalité, de Walter Ben Michaels. Le livre de Ben Michaels prétendait, à partir du point de vue états-unien, que les politiques publiques et l'activisme en général avaient abandonné les travailleurs et les plus pauvres au profit d'une valorisation de ce qu'il appelle les minorités ethniques et sexuelles ou des femmes. Dans cette même veine en France, aujourd'hui, on voit apparaître un courant politique qui se développe au sein du Parti socialiste et qui s'appelle la gauche populaire, qui, de tribune, en bouquin, en prise de position, prétend que la gauche a largement abandonné les classes populaires. Quand ils disent classes populaires, ils entendent évidemment par là les classes populaires blanches, au profit des classes moyennes, des femmes et des minorités. Donc au travers de ces articles donc, réunis dans le petit recueil Race et capitalisme, et je pense notamment à celui de David Rodiger ou Imani Banerjee, il s'agissait pour nous de montrer au moins deux choses. La première, elle consiste, c'est quelque chose d'assez banal finalement, assez banal mais que beaucoup de camarades à gauche et à gauche de la gauche feignent d'oublier,
c'est non, les classes populaires ne sont pas dénuées d'identité. Ces identités sont le produit de multiples aspects, la fracture entre nations dominées et nations dominantes, depuis l'ère coloniale, la fracture raciale entre blancs et non-blancs, l'inégalité homme-femme, etc. Les classes populaires, elles sont façonnées par ces fractures et par d'autres appartenances sociales, comme par exemple la religion. Ces identités, elles interagissent entre elles, historiquement, elles sont le produit de l'action humaine et en particulier de rapports de domination, de pouvoir, comme la colonisation, l'esclavage de plantation, etc. Ce qu'on a voulu montrer à travers les différents articles de ce recueil, c'est qu'une politique de gauche, ou une politique radicale, digne de ce nom, ne peut pas faire abstraction de toutes ces identités. Ce ne sont pas des éléments accessoires, ces identités ont une influence sur le niveau de vie, les inégalités sociales, la reconnaissance symbolique, et par conséquent, ces identités ont aussi une influence sur les mobilisations et les revendications de celles et ceux qui les portent ou qui se les voient imposer. Parler de classe populaire en évacuant cette dimension, c'est non seulement avoir une vision totalement éthérée, abstraite de l'histoire des exploités, mais c'est aussi adopter systématiquement le point de vue des dominants parmi les classes populaires, c'est-à-dire les travailleurs, hommes blancs, intégrés au marché du travail. J'insiste particulièrement là-dessus dans mon introduction parce que, pour exemple, quand l'annonce de cette rencontre sous l'intitulaire Race et capitalisme a été faite sur Indie Media, les commentaires qui ont surgi, il y en a une vingtaine, qui portent exclusivement sur cette chose-là et qui fait fi donc, de ces identités. La deuxième chose qu'on a voulu montrer dans ce petit recueil, et qui découle un peu de la première, c'est que la classe et la race ne sont pas des questions substituables. Autrement dit, il n'est pas vrai que privilégier la question raciale revient à reculer sur l'analyse de classe. En réalité, si on prend en compte ce que je viens de dire, c'est-à-dire ne pas parler de la question raciale, revient à tronquer l'analyse de classe d'une part essentielle. Comment on explique que des parties des classes populaires soient systématiquement exploitées ou subissent avec bien plus d'ampleur que d'autres parties des classes populaires le chômage et la précarité structurelle? Comment on explique que ces fractions des classes populaires soient plus durement réprimées que les autres à travers les violences policières et l'acharnement judiciaire? Comment on explique que ces fractions se mobilisent plus massivement contre les attaques sur Gaza et plus généralement se mobilisent sur la solidarité avec la Palestine? Faire abstraction des identités des classes populaires, c'est vider de son contenu l'analyse de classe et c'est amputer toute stratégie politique de gauche ou toute stratégie politique radicale de coordonnées essentielles. Donc, ces questions politiques sont les plus évidentes à saisir dans le livre, parce qu'on les rencontre tout au long de notre expérience, par exemple, de militants et militantes antiracistes. Combien d'entre nous ont eu à entendre de la part des militants de la gauche blanche des choses du type et la race, tu l'articules comment avec la classe? On leur demande pas comment ils articulent la classe avec la race. Ou encore, on peut s'entendre rabâcher que le plus essentiel, c'est quand même la question de classe, ou la question sociale par opposition aux discriminations. En commençant, je vous disais qu'on trouverait que dans ce petit livre, on ne trouvait pas que des articles accessibles. Il y a notamment un article qui traite d'économie politique, un article de Patrick Mason, d'économie politique dans le prisme de la question raciale. Moi, l'économie politique, je trouve ça un peu raide. D'abord parce que c'est un champ qui a un vocabulaire quand même spécifique, des raisonnements, des mécanismes qui ne sont pas toujours intuitifs. L'article en question, donc de Mason, c'était quand même un enjeu pour nous de publier ce type d'article parce que l'espace francophone, que ce soit l'espace universitaire ou militant, sous-traite la question raciale et qu'il s'agissait pour nous de montrer que la race, elle aussi, peut supporter un traitement scientifique et qu'elle peut aussi porter sur de nombreux champs. C'est ainsi que ce petit recueil a mobilisé et a dû mobiliser finalement beaucoup d'auteurs non francophones, à deux exceptions près, dont Sadr Riahi. Donc la sollicitation des éditions de Sileps, qui nous avait d'abord sollicité pour faire un petit ouvrage qui s'intitulerait Race et classe, et on a préféré Race et capitalisme, on pourra revenir dessus. Donc cette sollicitation, ça a quand même été l'occasion de montrer que oui, on peut avoir de la prétention théorique à partir de la question raciale. Et il ne s'agissait pas de faire une démonstration de force intellectuelle pour moucher toutes ces franges de la gauche qui considèrent la race comme une question périphérique
ou pire encore, comme une simple diversion face aux vrais enjeux. Mais à nos yeux, l'apport théorique, et je pense que tu reviendras dessus, l'apport théorique a des implications politiques et stratégiques cruciales. Et comme à propos de l'espace francophone, c'est vrai que quand on parle de racisme ou d'antiracisme dans les espaces politiques de la gauche radicale, on se trouve, mais toute frange confondue, souvent confronté à un embarras, voire une confusion assez rare. Tandis que dans certaines franges de la gauche, les économistes parlent en détail de la dette illégitime, de la nécessité d'arrêter de la payer. Personne semble s'inquiéter de ce qu'est le racisme et surtout de comment le combattre. La plupart du temps, les acteurs et les actrices de ces espaces radicaux se satisfont d'une espèce d'opposition abstraite au racisme, une espèce d'opposition morale. Et les discussions, elles se limitent à des considérations extrêmement vagues sur la question des préjugés. On se focalise essentiellement sur la situation des étrangers. On peut aussi voir des franges qui prétendent, qui annonnent que si les populations issues de l'immigration postcoloniale sont stigmatisées, c'est parce que, en fait, ils et elles sont quand même tendanciellement les plus pauvres. C'est ce qu'on a vu dans nombre de commentaires annonçant cette rencontre. Et donc, du coup, à partir de là, on évacue le racisme comme un objet de pensée et surtout comme un système sur lequel on peut agir. Et donc, comme je le disais précédemment, l'une des manières les plus communes dans ces espaces-là d'envisager le racisme à gauche de la gauche reste en termes de soit diversion, soit division. C'est le cas quand Mélenchon il part en campagne à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen et que ça se fait sous le slogan « Le problème, c'est le banquier, pas l'immigré ». Sauf qu'il n'y a pas que le front de gauche qui n'est pas la seule force politique à gauche à envisager les choses en ces termes-là. Une large partie des franges de la gauche radicale entend, elle aussi qu'en fait, il faudrait expliquer aux classes populaires blanches qu'elles se trompent, que le racisme serait simplement une colère qui se tromperait de cible. Et donc, la tâche de ces camarades-là, ça serait d'orienter la colère vers les vrais ennemis des classes populaires blanches. Mais le problème d'une telle démarche, c'est que ce qu'elle évacue, enfin d'une telle démarche, une démarche générale, qui peut être appelée par le slogan du Front de gauche, mais au-delà du Front de gauche, quand on dit le problème, c'est le banquier, pas l'immigré, le problème d'une telle démarche, c'est qu'elle ne prend pas en compte les personnes victimes du racisme. Si je dis à Atman, le problème, tu sais, à Atman, le problème, c'est le banquier, c'est pas l'immigré. Je dis que tu t'es trompé de personne. Voilà, il est lui-même victime de racisme. Donc, c'est occulter quand même le point de vue de ceux qui ne sont pas blancs. Et par ailleurs, présenter le racisme comme une diversion, c'est pas seulement occulter le point de vue des descendants et des descendantes de colonisés, c'est aussi se tromper sur le point de vue des classes populaires blanches acquises aux idées racistes. Et en effet, il y a là l'idée que les classes populaires seraient des marionnettes, des marionnettes des populistes racistes, du Front National, de l'UMP. Et que si la gauche, la vraie gauche, la gauche de gauche, les forces radicales, vous l'appellerez comme vous voudrez, mais si cet espace-là avait la volonté de reconquérir ces classes populaires, blanches en l'occurrence, en leur expliquant combien il est mal d'être raciste, eh bien ces personnes, elles voteraient Mélenchon plutôt que Le Pen, ou encore elles brûleraient le Parlement plutôt que des mosquées, ou des centres de rétention. Enfin, elles brûleraient des centres de rétention plutôt que des mosquées. Mais envisager les choses comme ça, c'est donc pas comprendre la dynamique du racisme et les raisons pour lesquelles les classes populaires blanches en viennent à défendre plus de répression dans leur quartier ou qu'elles s'inquiètent davantage de ce qu'on leur présente comme une progression de l'islam plutôt que de s'inquiéter du fichage ADN, du traitement d'exception dans l'antiterreau ou de l'austérité. Non, ces populations blanches n'ont pas été diverties des vraies questions. Non, les réactions que nous venons d'évoquer à propos de ces populations blanches, ce n'est pas une colère qui se trompe, mais ça constitue, pour ces classes populaires blanches, la défense d'un privilège. Today, the color line is the power line, is the poverty line.
and poverty is a handmaid. Those who are poor and powerless to break out of their poverty are also those who by and large are non-white, non-Western, third world. Poverty and powerlessness are intertwined in color, in race. Discrimination and exploitation feed into each other today under global capitalism. We are back to primitive exploitation, plunder on a world scale. Only this time, the pillage is accompanied by aid, sustained by expert advice, and underpinned by programs and policies that perpetuate dependency. The IMF, the World Bank, structural adjustment programs, general agreement on tariff and trade, GATT, are just a few of the organizations, schemes, projects, which under the guise of developing the third world, plunder it. Trade agreements and commodity price fixing, patents and intellectual property rights, they lock them into paralytic dependency. There is no such thing as illegal immigrants, only illegal governments. Black is not just the color of our skins, it's the color of our politics. There is no such thing as illegal immigrants, only illegal governments. Today, the color line is the power line, is the poverty line. Je peux commencer par vous dire d'abord, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, c'est que lorsqu'il s'est constitué, le mouvement qui allait donner naissance par la suite au Parti des indigènes de la République ne s'est pas constitué uniquement comme un mouvement d'action contre le racisme, de solidarité avec l'immigration, avec les quartiers populaires, etc. Il s'est dès l'abord, dès le départ, considéré comme un mouvement qui devait joindre l'action avec une réflexion. Et pas n'importe quelle réflexion, une réflexion sur la nécessité d'une stratégie en France décoloniale. Ça a été notre programme dès le départ. Et c'est un programme qu'on a plus ou moins suivi, essayant d'être actif là où il y avait des luttes, essayant de construire notre organisation, essayant de développer un modèle stratégique qui pouvait nous servir de guide et d'horizon pour nos actions. Et l'article que j'ai proposé, que j'ai donné à ce livre Race et capitalisme, en quelque sorte, il est d'une part le produit de cette réflexion collective qui a eu lieu au sein des indigènes de la République, mais également, je tiens à le préciser, un certain nombre de réflexions que je propose moi-même au débat au sein des indigènes de la République, sachant que nous ne sommes pas nécessairement homogènes sur toutes les questions, évidemment,
que nous sommes en pleine élaboration, en pleine construction d'une conception stratégique et qu'il n'est évidemment pas question de clore les débats de manière prématurée. C'est le premier point que je voulais mentionner avant de venir sur le fond. Maintenant, je dois vous dire deux autres petites choses encore. La première chose, c'est que ce matin, j'ai relu ma contribution à ce livre pour préparer cette intervention et je me suis aperçu en fait que cette contribution était particulièrement touffue. Quand je dis touffue, ça ne veut pas dire riche, mais ça ne veut pas dire non plus complètement confuse. Ceux d'entre vous qui auront l'occasion de le lire s'en rendront compte. Ça veut dire qu'elle aborde de multiples questions de manière entrelacée et qu'il n'est absolument pas évident d'en rendre compte de manière globale en quelques minutes. L'article donc, que j'ai publié dans ce livre, je l'ai intitulé de manière tout à fait explicite « Nous avons besoin d'une stratégie décoloniale ». Alors, cette recommandation, elle s'adresse en fait tant aux Blancs qu'aux Indigènes, et on verra, pour ceux qui liront ce livre, qu'il essaye à la fois de répondre à certaines interrogations qu'on peut rencontrer dans les milieux, dans les mouvements de lutte blancs, et également les interrogations qui sont les nôtres en tant qu'indigènes, c'est-à-dire plus généralement en tant que non-blancs. Alors qu'est-ce que j'entends par « nous avons besoin d'une stratégie décoloniale » ? J'entends ceci. J'entends que jusqu'à présent, les uns et les autres, je parle des différents mouvements de résistance au racisme, les uns et les autres ont abordé la question du racisme en France comme une question que j'appellerais tactique, par opposition évidemment à stratégique. Le racisme, en effet, est généralement compris dans sa seule dimension morale, la haine de l'autre, en gros, pouvant s'exprimer sous différentes formes de violence, injures, discrimination, violence policière, etc. Généralement, sans que soit fait le lien entre ces différentes, entre ces multiples formes de violence. Le racisme serait également politiquement fonctionnel en ce qu'il permettrait aux méchants de diviser les gentils, en somme, les progressistes, bien que ce terme soit un peu gênant, mais c'est comme ça que beaucoup s'autodéfinissent, la gauche, la classe ouvrière, etc. À partir de là, la lutte contre le racisme est conçue soit comme une pédagogie, un travail de conscientisation, soit comme un ensemble d'actions organisées contre certaines manifestations du racisme. Je précise bien manifestations du racisme, et non pas contre les logiques mêmes qui produisent ce racisme. Comme un ensemble d'actions organisées contre certaines manifestations du racisme, et toujours sans faire le lien entre ces différentes manifestations du racisme. Autrement dit, le racisme n'est pas abordé, et je pense que Stella et Félix ont apporté des éclairages très intéressants sur cette question. Autrement dit, le racisme n'est pas abordé comme un rapport de domination opposant des groupes sociaux hiérarchisés, c'est-à-dire comme un rapport de pouvoir dont l'État et ses institutions directes et diverses sont directement partie prenante. D'où, d'ailleurs, la première phrase de mon article, qui a choqué énormément un certain nombre de lecteurs. Je la cite, dans l'espoir qu'elle choque au moins certains d'entre vous. « Parler de questions raciales en France, c'est affirmer que le champ politique français est le lieu d'une lutte pour le pouvoir entre races. » Or, dire cela, c'est dire notamment que tous les lieux où se construisent ces rapports de pouvoir sont pour nous un enjeu. C'est-à-dire pour nous, les rapports dans l'entreprise, dans l'école, dans la culture, mais aussi les rapports par rapport à la machine principale du pouvoir blanc, en l'occurrence l'État et ses institutions. Alors certes, des décisions et des pratiques de l'État sont contestées par différents mouvements pour leur caractère raciste. Les mesures prises par rapport à l'immigration ou aux sans-papiers en particulier,
Je peux évoquer également la loi sur le voile, les luttes contre les violences policières, etc. Il y a de multiples luttes autour desquelles s'organisent de multiples questions autour desquelles s'organisent des résistances plus ou moins organisées. Mais malgré l'importance de ces luttes, l'importance de ces résistances, elles demeurent, à mes yeux, ce que j'appelle des batailles tactiques. En d'autres termes, ce qui nous manque, et je parle là aussi bien en m'adressant au mouvement, en pensant au mouvement politique blanc, qu'en pensant aux différents mouvements indigènes, ce qui nous manque, c'est ce que j'appelle une stratégie décoloniale, c'est-à-dire une stratégie qui inscrirait toutes ces formes de résistance au racisme dans un horizon bien précis, en l'occurrence la constitution d'une force politique antiraciste majoritaire susceptible de démanteler l'État raciste en s'emparant du contrôle du pouvoir central. C'est cet impératif d'ailleurs que nous avons voulu affirmer en transformant le mouvement des indigènes de la République en parti politique. Nous n'avions pas évidemment l'illusion que notre organisation était en mesure d'être le centre de regroupement de l'ensemble de la résistance indigène, mais simplement d'indiquer un chemin. Ce chemin, je le redis, c'est la centralité de la question du pouvoir d'État dans la reproduction du racisme, et par conséquent, le fait que ce pouvoir d'État est un enjeu central pour la lutte antiraciste, en fonction de laquelle, selon nous, doivent s'organiser et se concevoir l'ensemble des luttes, des batailles et des activités qui peuvent celles des antiracistes. Le pouvoir politique, je le redis, est le nœud où se nouent les rapports raciaux. C'est par rapport au pouvoir politique que nous devons situer l'enjeu central de notre action. Alors, développer une stratégie décoloniale me paraît aujourd'hui le seul moyen de combattre la stratégie des forces dominantes au sein du pouvoir blanc. C'est le deuxième aspect de l'importance qu'il y a à développer une stratégie et donc à ne pas se contenter ou réduire l'action antiraciste à un certain nombre d'actions ponctuelles ou particulières sur telle ou telle question. Il s'agit en effet pour nous de développer une stratégie qui soit capable de s'opposer, de bloquer, d'entraver les propres stratégies qui sont celles du pouvoir blanc. Et aujourd'hui, du moins depuis un certain nombre d'années, on peut résumer la stratégie du pouvoir blanc par rapport aux populations issues de la colonisation et de l'esclavage. On peut les résumer en deux axes qui sont diversement articulés et sur lesquels telle tendance du pouvoir blanc ou telle autre met plus ou moins l'accent. Il y a par exemple des différences sur ce plan entre, mettons, le Front National et l'UMP, enfin, bien que ça commence à être plutôt pas très sûr, des différences également avec le PS et avec d'autres forces, donc constitutives du pouvoir blanc. Alors ces deux axes sont, d'une part, tenter de resserrer ce qu'ils appellent l'identité de la France autour du statut de blanc, autour de la notion de blanc, autour du privilège, comme l'a exprimé Félix, du fait d'être blanc. Pour le dire en un mot, vous êtes pauvre, vous êtes chômeur, vous êtes dans la merde, mais au moins vous avez l'honneur d'être blanc. Donc resserrer l'hégémonie politique du pouvoir blanc, l'hégémonie politique du pouvoir autour de cette question de la blancheur. Et le deuxième axe autour desquels se développe la stratégie du pouvoir blanc, c'est en direction directement des populations issues de la colonisation et de l'esclavage, en l'occurrence en permettant l'émergence au sein de cette population d'une classe
moyenne, entre guillemets, pour aller vite, indigène, et d'une élite politique, culturelle, économique, etc., indigène, qui pourrait brider les résistances des populations issues de l'immigration coloniale, qui pourrait servir de tampon, de moyen de détourner, si l'on veut, ces luttes vers un projet de promotion sociale, c'est-à-dire essayer de convaincre, pour aller vite, les indigènes qu'il y a un espace de promotion sociale pour eux et d'intégration pour eux au sein même du système blanc. Alors, si l'on admet la nécessité d'une stratégie décoloniale, ayant pour horizon une alternative décoloniale de pouvoir, on se heurte néanmoins à de nombreuses difficultés, dont la plus importante est assurément celle-ci. Alors, je l'ai dit sous forme de questions, et j'ajoute que ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement toujours résolues par nous ou par d'autres, et qu'elles demandent plus de réflexion, mais surtout plus de pratique, plus de confrontation avec la réalité des luttes. Donc, ces questions-là, c'est comment construire une alliance majoritaire entre deux groupes sociaux hiérarchisés, les blancs et les non-blancs, en gros, dont le but serait la suppression de cette même hiérarchie. On voit tout de suite qu'il y a une dimension un peu paradoxale. Ces groupes sociaux, en l'occurrence les groupes raciaux, sont hiérarchisés, et en même temps s'impose nécessairement la question d'une alliance. Comment donc résoudre cette contradiction? Comment trouver les voies d'une alliance? Avec qui? Et comment? Sur quelle base? Etc. Et évidemment, ça pose la question également, comment concevoir une alliance qui ne reproduirait pas en son propre sein les hiérarchies raciales qui sont dans la société. En un mot, il s'agit de trouver le chemin pour concevoir un rapport qui soit à la fois consensuel, disons d'alliance, et conflictuel, puisqu'il y a cette hiérarchie qui est à la base d'un conflit d'intérêts. Bon, alors cette série de questions, elle se pose évidemment aux forces blanches révolutionnaires, dans la mesure où une grande partie des classes subalternes sont aussi des indigènes, mais à ce jour, il faut bien le reconnaître, et c'est là l'a souligné tout à l'heure, la majorité des forces blanches qui se réclament de l'anticapitalisme ont été complètement, ou en tout cas très gravement, aveugles à ce problème, incapables de saisir la spécificité de la question raciale. Elles ont assimilé les indigènes à des prolétaires comme les autres. Mais ces questions, si elles se posent aux forces blanches révolutionnaires, se posent aussi à nous, indigènes. Puisque, en tant que minorité, nous sommes contraints, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chercher des alliés au sein même de la société racialement dominante. En un mot, une stratégie séparatiste, par exemple, ne fait absolument pas sens. Elle est complètement incongrue et ne se pose même pas. Quelle stratégie opposée, substituée à une stratégie séparatiste, comme par exemple ont pu la défendre un certain nombre de mouvements noirs aux États-Unis, est une question fondamentale pour nous. Or, nous n'avons pas au sein de la société blanche d'alliés naturels. Il n'y a pas bon, on a évoqué tout à l'heure la classe ouvrière, etc. Contrairement à ce qu'on sait, donc il n'y a pas d'intérêt commun supérieur à tous les autres clivages qui unissent naturellement et spontanément et qui poussent, qui prédisposent à se rencontrer dans un même combat, le prolétariat blanc et l'indigénat en France. Voilà donc en gros une question centrale qui se pose à nous et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas nécessairement complètement résolue, qui demande un surcroît d'élaboration et d'expérimentation, c'est comment dégager, puisqu'il n'y a pas d'alliés naturels, comment dégager, voire carrément créer au sein de la société blanche un large courant avec lequel une alliance décoloniale puisse être envisageable. Come down, see their lies, read their point, see their lies.
them again. See the right, see the lies. Unelected, rejected, no matter anyway. See the smile, read the file. By hook or crook, they'll always get their way. That's what we feel at the bottom of the learning curve. Maybe we got the leaders that we deserve. Biting a burger, make our brains get smaller. Always I say the larger, we wanna make it harder. You gotta be as hungry as they are. As hungry as they are. As hungry as they are. You gotta be as hungry as they are. Get hungry, get angry, get hungry, and take back the power. I'll put your fists in the air, and we'll take back everywhere. The power. I know we rise and we fall, I'll be playing truth or dare. How about if I come down, we burn down the place. How about if I come down, we burn down the place. Times them tough, justice rough. A million on the streets just ain't enough. Way down inside, taking for a ride, living rent free within your mind. Mercenary military use everything they got. Good and hard, they make us pay for every shot. Believe the world they show, breathe the air they blow. Losing sense of what they know is real and what it's not. We gotta be as hungry as they are. As hungry as they are. As hungry as they are. Stay hungry. Be as hungry as they are. Get hungry, get angry, get hungry, and take back the power. I'll put your fists in the air, and we'll see right everywhere. The power. I know we rise and we fall, I'll be playing truth or dare. Take it back. Times them tough, justice rough. A million on the streets don't seem to be enough. Way down inside, taken for a ride, yeah. Living rent free within your mind. Don't let them live rent free within your mind. Put your fists in the air, and we'll see right everywhere. How do we rise, do we fall, how we play it truth or dare? See the right, see the lies. But if I come down, we burn down the place. See the smile, read the file. But if I come down, we burn down the place. Une présentation au café Michel Firck du livre Race et capitalisme. Je suis mal à l'aise dans ces propos, surtout que par rapport aux mots utilisés, et j'estime que dans un combat comme ça, les mots sont importants. Vous parlez des blancs et des noirs, vous mélangez deux espaces historiques qui ne sont pas les mêmes, deux histoires de société qui ne sont pas les mêmes. Qu'on parle de colonisation, qu'on parle de décolonisation, qu'on parle de l'histoire de la France par rapport à l'esclavage, j'admets. Qu'on parle de la société américaine, c'est une autre chose. Et les mots sont importants dans un espace donné. Or, on assiste à une petite confusion qui me met mal à l'aise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai une question à poser aux indigènes de la République. Le mot, excusez-moi, avant de poser la question, l'histoire
de race blanche et race je sais pas quoi me gêne énormément parce que lorsque, certes, en tant que minorité ou en tant qu'indigène ou en tant que je sais pas quoi, de me distinguer par rapport à quelqu'un, il me faut des critères. Je pense que je travaille avec des universitaires là, dans d'articles, et ils doivent se mettre d'accord sur les critères pour définir ce que c'est qu'un blanc dans la race blanche et ce que c'est qui n'est pas blanc. Parce que je suis blanche de peau. On rajoute à la cacophonie qui existe dans notre société des mots pour désigner l'autre, on rajoutera encore le blanc et ses privilèges par rapport à l'autre. Ça, je suis mal à l'aise. La troisième chose, je m'adresse aux indigènes de la République, que personnellement j'étais très enthousiaste quand ils ont annoncé leur apparition sur l'espace public, et j'ai envie de leur poser une question. Est-ce qu'ils veulent être finalement un groupe de pression? Parce que créer un parti, vous serez quoi? Un parti des non-blancs? Un parti des minorités? Un parti des Arabes? J'ai dit je vais être provocatrice exprès. Un parti de quoi vous allez être alors que vous êtes désigné? Est-ce que vous voulez être un lobby dans la société française? Et finalement, il y a des mots qui choquent. On est en marge de la société, on est dedans. Que faire de nos enfants qui sont là, qu'on revendique légitimement leur place dans cette société, dans toute la stratification de cette société, ils ont leur place. Donc, ok, décidons qu'on soit un lobby, et dans ce cas-là, les stratégies de lobby sont claires. Décidons de faire un parti politique défini par rapport à qui et par rapport à quoi. Donc vous voyez, c'est un peu mal à l'aise ce débat où on pose tout et rien. Quand on parle de racisme, et il est clair, il y a des lois, je dirais, qui définissent ce que c'est qu'une race. La notion de la race, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Si on n'accepte pas la notion de race, eh ben, le combat, il devient un combat contre les discriminations. Et dans ce cas-là, les discriminations, je reviens toujours au problème de la société dans laquelle on situe, à mon avis, le débat. Est-ce qu'on peut revenir tout de suite à la tribune parce que ça fait quand même beaucoup de choses et pour mieux me dégager, mais en même temps, c'est pour votre gueule. Je pense que sur la comparaison États-Unis, tu peux t'en charger. Et Sadri, tu auras ta tâche, on a dit, le terme race, la question du lobby, le combat contre les discriminations. Regarde-moi. Donc je commence sur les États-Unis. Je crois que oui, enfin, je pense pas qu'il y a une identité fondamentale entre la situation aux États-Unis et la situation française ou dans d'autres pays européens. Par contre, ce qui est intéressant dans la situation aux États-Unis, on a une forme d'exploitation, une forme matérielle. Je parle en tant que matérialiste, donc je regarde un peu les rapports de production, tout ça, et je vois qu'il y a une forme de ce qu'on appelle l'esclavage de plantation, ou sur lequel beaucoup de marxistes ont écrit en fait, et qui a eu un rôle très important dans le système monde capitaliste, et même dans pour moi c'est à l'origine par exemple de l'accumulation primitive, de la révolution industrielle, etc. Or, ce rapport fondamental, il est donc à la base du capitalisme. Il en est et donc il s'est déroulé aux États-Unis, mais il y a eu aussi, il y a eu aussi des colonies françaises où ce rapport de production existait. À Saint-Domingue, je veux dire, l'esclavage de plantation. Pas la même chose. En termes de rapport de production, je veux bien qu'on fasse une analyse matérialiste de l'esclavage de plantation à Saint-Domingue. On pourra sûrement trouver des différences, mais par contre, quand on fait une taxonomie, je veux dire, je pense qu'on peut aussi mettre des choses sous le même terme. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Donc du coup, à partir de ces rapports de production là, c'est là aussi qu'on comprend la genèse historique du racisme. Et donc d'abord l'esclavage colonial a une importance extrêmement importante, et puis après il y a le colonialisme comme forme d'appropriation du territoire, et comme aussi une forme d'exploitation qui est aussi génératrice de racisme. Et c'est en réunissant en fait, et en
en faisant un peu une théorie à partir de ces éléments épars de l'histoire longue du capitalisme, qu'on peut voir quand même si on veut parler dans des termes un peu contemporains, il y a la colonialité du pouvoir, elle a quelque chose elle est un peu transgéographique, quoi. C'est pas seulement une question états-unienne, c'est pas seulement une question locale de tel moment de l'histoire de l'Europe, c'est quelque chose qui traverse les rapports de pouvoir aux États-Unis, en Europe, et qui participe d'une histoire longue qui a encore des effets aujourd'hui, et ça a des effets, et c'est là aussi où la comparaison avec les États-Unis me semble pertinente, parce que les États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une transformation interne de la question raciale après l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a des luttes contre l'esclavage, on a une manière dont, en fait, et je vais reprendre un terme des camarades Cédric Herry, on a en fait une des formes de contre-révolution coloniale qui est à l'origine de ce qu'on a appelé la ségrégation. Et cette idée de ségrégation, le fait qu'il existe une minorité qui est très spécifiquement visée et identifiée, qui est la minorité noire, au sein même du territoire, une minorité au sein du territoire national, qui en fait est dans un rapport de subordination structurelle et qui en fait constitue une transformation d'un rapport colonial en fait qui se retraduit différemment et pour des raisons spécifiques. Et ben cette dimension-là, elle est extrêmement importante et à mon avis, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous les trois à cette table, c'est une dimension qui est incontournable pour penser la société européenne et en particulier la France. Le fait que y ait eu des rapports de production qui ont eu un ressort colonial et que ces rapports de production se soient transformés au gré de luttes politiques menées par les victimes des pouvoirs coloniaux, et que cette transformation de la domination, elle ait des effets contemporains. C'est ça ce qui nous réunit ici, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de race, parce qu'on peut parler de groupes hiérarchisés et subordonnés qui existent, parce qu'il y a des pratiques de domination et des systèmes de domination qui, historiquement, les ont fait exister. Voilà. Oui, madame, je dois vous dire que vous ne m'avez pas vraiment provoqué. Parce que en fait, je suis tout à fait comme vous. Il y a quelque chose dans ce que vous dites que je partage totalement. C'est-à-dire que moi, et je pense que c'est le cas également des autres militants des indigènes, nous avons en permanence peur que la lutte que nous menons et les propos que nous tenons, et qui nous semblent en même temps complètement justifiés et complètement nécessaires, ne risque de nous faire rejeter encore plus. Et cette peur, nous l'avons, nous aussi. Mais en même temps, nous sommes obligés, à cause de la situation qui est la nôtre, de ne pas mâcher nos mots. Nous sommes obligés de donner un nom aux choses, le nom qui corresponde le plus à la situation, même si ça ne plaira pas à ceux qui vivent avec nous, et j'entends les Blancs, et j'y reviendrai. Donc cette crainte que nous partageons, vous, moi, et nous tous indigènes, d'être encore plus rejetés, c'est-à-dire de payer encore plus cher le prix de notre lutte que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons, et je pense quelle est la situation de toutes les couches de la population qui sont en bas de la société, pour une raison ou pour une autre, et qui luttent. Elles savent que le prix à payer peut être beaucoup plus cher que la situation dans laquelle elles vivent. Mais elles savent aussi, et c'est cela qui justifie le risque, que c'est le chemin également de leur libération, qu'elles n'ont pas le choix, qu'il faut prendre ce risque. Voilà, c'est donc, pour cela, franchement, je dois vous dire que je ne suis pas vraiment, je ne suis pas choqué par vos paroles et je ne me sens pas provoqué. J'aurais quand même un petit mot à dire sur la question de la comparaison avec les États-Unis d'Amérique. Je voudrais, si vous avez le temps, vous conseiller de lire, non pas des ouvrages théoriques sur la question, mais tout simplement des romans et même des livres policiers écrits par des Noirs américains au cours du XXe siècle. Eh bien, je vous assure, vous pouvez en lire 3 ou 4, vous en pouvez en lire 100, vous ressentirez exactement la même chose. Vous aurez l'impression que l'auteur parle de vous, qui parle de moi,
vous aurez une empathie gigantesque. Et je pense que cette empathie que nous ressentons, nous indigènes en France, à la lecture des romans noirs américains, elle ne tombe pas du ciel. Elle a une cause profonde, et cette cause profonde, on peut l'expliquer effectivement, historiquement, socialement, etc. Je vous renvoie à ce que vient de dire Félix. Maintenant, vous avez évoqué la question de blanc, la question de race, sur laquelle, évidemment, on pourrait occuper toute la soirée. Donc, je vais simplement essayer d'être bref et de donner quelques éléments qui peuvent éclairer ce qu'on entend par race. Alors, tout d'abord, je dois préciser, évidemment, et c'est clair dans tous les écrits des indigènes de la République, que quand nous parlons de race, nous ne faisons pas référence à des particularités biologiques. Nous faisons référence à un groupe social qui est construit par des rapports de domination comme race. Et donc, il est construit, entre autres, en fonction de spécificités secondaires sur le plan physionomique et en fonction également de spécificités culturelles. Donc, il n'est absolument pas question pour nous, évidemment, de nous référer aux blancs en termes de blanc physiquement. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui vous parle, à mon avis, je suis même un peu plus blanc que vous, de peau. Pourtant, socialement, je ne suis pas blanc. Socialement, je suis un non-blanc. Au niveau des rapports de pouvoir qui structurent la société française et qui structurent les rapports du pays où j'habite avec l'ensemble de la planète, c'est-à-dire de la Tunisie, j'habite depuis quelque temps, et le reste du monde, je suis un non-blanc. Alors, il faut comprendre une chose, et ça demande effectivement de revenir sur l'histoire. Je ne vais pas le faire, sauf pour en dire un mot dont l'explication peut être trouvée dans nos écrits. C'est qu'au cours de l'histoire coloniale et de la mise en place des rapports de pouvoir coloniaux, qu'on appelle en général, ce que nous appelons, nous, pour aller vite, la colonialité, des rapports de pouvoir toujours existantes, les groupes sociaux hiérarchisés racialement l'ont été, en gros, autour de 3 critères qui sont indissociables, qui ont été articulés, qui sont indissociables et qui disons, seraient censés spécifier les membres du groupe statutaire, du groupe de statut, du groupe qui a un statut supérieur dans la société. Ces 3 critères qui sont, encore une fois, ils vont toujours ensemble. C'est d'être blanc de peau, chrétien au moins d'origine, et européen. Plus précisément européen de l'Ouest d'ailleurs. Après, on peut faire des plus précisément. Ça, c'est, si vous êtes que blanche de peau, mais que vous êtes musulmane et que vous êtes, mettons, libanaise, vous n'êtes pas blanche. Un Syrien, il peut être blanc, blond, avec les yeux bleus. Un Algérien aussi, par exemple. Bon, ou moi, qui suis tunisien. Ça ne définit pas le blanc. Ce qui définit le blanc, c'est-à-dire ce qui caractérise les membres du groupe statutaire considéré comme supérieur dans la société, c'est d'être à la fois blanc de peau, chrétien d'origine et européen, voire d'origine, l'Amérique étant un prolongement de l'Europe. Mais pour en revenir aux races, toujours en 2 mots. Vous avez dit il faut des critères. Les critères, vous les avez. Et en même temps, vous avez ce qui définit le blanc. Les critères, ce sont les discriminations. Il suffit de faire de voir le spectre des discriminations pour voir qui est discriminé et qui ne l'est pas. Ça, ce sont les critères. Un blanc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, dans la société, n'est pas discriminé en fonction de sa couleur, de sa peau et de son origine. Et qui est, par conséquent, si on veut, blanc, chrétien, européen. Pour visualiser très simplement ce phénomène, plutôt que de parler de discrimination, parlons de privilèges. Prenons un tableau qu'on peut trouver, mettons, par exemple, dans le dernier rapport de l'INSEE, où il y a discrimination au travail, nanana. Vous avez, mettons, je prends un exemple, je ne me rappelle pas les chiffres, peu importe. Vous aurez, par exemple, dans ce tableau, sur l'ensemble de la population française, les jeunes de 20 à 30 ans
sont au chômage pour 30%. Et puis, vous aurez à côté, mettons, là encore je contracte, les Noirs, vous ne trouverez pas ça dans les tableaux, parce que ça n'existe pas dans les tableaux français, mettons, sont au chômage pour 40%. Issus de l'immigration maghrébine, d'Afrique noire, issus de territoires d'outre-mer, que quand on est immigré de la première génération, enfin primo-arrivant, on subit tel pourcentage de discrimination, deuxième génération tel autre pourcentage, etc., etc. Et là, ça vous donne, donc vous disiez, ah oui, il y a des discriminations en France. Bon. Mais si vous inversez le tableau, vous mettez sur l'ensemble de la population, entre 20 et 30 ans, il y a 30% de chômeurs. Les Blancs, parmi les 20, ont 15% de chômage. C'est-à-dire, au lieu de parler des immigrés et non immigrés, vous parlez de ceux qui ne sont pas immigrés. Là, vous avez un tableau des privilèges. Là, vous avez un tableau des privilèges et vous voyez parfaitement qui est privilégié. C'est-à-dire ceux qui sont le moins au chômage, ceux qui ont le plus facilité de trouver un logement, ceux qui sont le moins victimes de violences policières, c'est qui? Là, vous avez immédiatement un tableau de ce que constituent des contours de ce que nous appelons la race sociale blanche. Step forward, youth, at the moment of truth. Don't be distracted. Don't be the fool. Step forward, youth. The moment of truth. Go beyond your senses. Get a clear view. Step forward. At the moment of truth.
Step forward, at the moment of truth. Don't be distracted. Don't be the fool. Step forward, at the moment of truth. Go beyond your senses. Get a clear view. Une présentation au café Michel Firck du livre Race et capitalisme, édité aux éditions Sileps. C'est important, donc je suis un peu au fait de ce genre de discours, et donc il y a de fait tout un tas de thématiques ou de constats que vous faites avec lesquels je suis enclin à être, et aussi de fait parce que je suis d'accord. Et dans le même temps, il y a à mon avis des choses qui sont sinon mal dites, mais à la limite on peut discuter des mots, mais plus gênant, à mon avis erroné. Donc je vais commencer juste rapidement par les choses à mon avis importantes avec lesquelles je suis d'accord. Sur toutes les questions par rapport à la mixité subie et la mixité choisie, le fait qu'éventuellement il faille parfois passer par des groupes non mixtes, éventuellement pour discuter de certaines problématiques, exprimer des souffrances, s'organiser aussi pour qu'il y ait des divergences, etc. Tout ça, j'y souscris. Je souscris aussi au fait, évidemment, au fait qu'il faille, quand on parle de racisme, et pour le coup, comme quand on parle de sexisme, il faille dénoncer ces problèmes-là de façon structurelle, c'est-à-dire de montrer que c'est pas un certain nombre de groupes qui ont le monopole du racisme ou le monopole du sexisme. Il se trouve que j'ai, pour participer à l'action contre Caroline Fourest à la fête de l'UMA, et que quand on a participé à tout un tas de rassemblements antifascistes, à des trucs contre l'avortement, et qu'on se fait traiter de fasciste, et qu'on se fait traiter de soutien du Front National, et ça fait mal. Enfin, et donc voilà. Enfin, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense aussi que on a à apprendre des États-Unis tout un tas de choses. Enfin, parce que bon, c'est par hasard à mon avis que les articles sont. Enfin, il y a une parenté académique. Les subalternes se disent. Enfin, il y a tout un tas de raisons à mon avis, pour le coup, du champ universitaire et des luttes politiques qui expliquent qu'à un moment donné, ça n'émerge pas. Par contre, il y a donc les deux problèmes que je vais aborder, c'est la question entre guillemets, du logiciel des forces de gauche qui parfois est raciste. On a pu, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du programme du Front de gauche, qui avait, à un moment donné, ça avait été relevé par très peu de personnes, qui dans son programme, donc à l'onglet défense de la laïcité, proposait que les femmes ne puissent pas choisir leur médecin dans les hôpitaux publics, et donc que c'était à l'onglet laïcité et pas à l'onglet égalité des sexes. Donc il y avait tout un tas de gens qui se sont posés donc voilà, ça c'était un exemple à mon avis du fait que il y avait un logiciel qui est raciste, malheureusement, dans les forces de gauche, et il faut le dénoncer. Et c'est vrai que des actions contre Caroline, à mon avis, avaient du sens. Maintenant, sur d'où vient ce racisme-là, moi j'ai un problème, parce que je pense que c'est pas... parce que j'ai travaillé aussi sur ces questions, moi j'ai travaillé sur l'enfermement des indigènes en Algérie.
et sur une mesure qui s'appelle l'internement, c'est-à-dire sur des prisons spécifiques aux indigènes, et pour voir comment ça marche, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut parler ou pas d'enfermement colonial, etc. Et je pense que c'est une erreur de considérer de façon systémique, par exemple en France, tous ces discours-là, tous ces énoncés, comme systématiquement issus de la colonisation. Parce que ça l'est pas nécessairement, et ça peut l'être par tout un tas de trucs. Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites sur les flics, qui expliquent très bien que, par exemple, il y a eu des générations de flics racistes, et que ces mecs-là sont racistes parce que ils sont recrutés dans les années 50, qu'on lutte contre l'OAS, et que un des critères de leur contre le FLN, pardon, et que un des critères de leur recrutement, c'est de surtout pas fraterniser avec le FLN. De la même manière que le fait qu'il y ait une surreprésentation chez les flics d'alcooliques, ça s'explique par le fait que dans le cadre de cette lutte-là, on a recruté certaines catégories de population. Et donc du coup, j'étais un peu gêné par ça. Et quand tu parlais tout à l'heure du lycéen, des différentes luttes, moi il se trouve que j'étais porte-parole pendant le CPE, et qu'on a eu des problèmes quand on disait ne manifestez pas avec les casseurs, ou ils sont dangereux, eux ils sont pas dans la lutte, et qu'on expliquait que la loi dans laquelle il y avait le CPE, donc loi sur l'égalité des genres, c'était une loi qui visait particulièrement les quartiers populaires, où les gens issus de l'immigration, aux émeutes de 2005, où les gens de l'immigration postcoloniale étaient particulièrement représentés, donc il y avait une dimension raciste à cette loi, qu'il fallait aussi intégrer. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des initiatives, en tout cas, moi j'étais à la Sorbonne, avec, conjointement avec des universités de banlieue, donc pour essayer de faire moi aussi j'étais à Paris 8 pendant le CPE, et j'ai peut-être pas perçu les mêmes initiatives. Non, mais il y a eu des débats, il y a eu des débats, ça a clashé. Ça a clashé. Moi, j'ai pas honte de le dire sur certaines têtes. Tu dois avoir le même ressenti que moi. On était minots sur ces questions. Il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, c'est pas. Moi, je trouve que c'est trop facile de dire à un moment donné. Il y a un fait. Il faut dire tout en disant. Il faut se battre pour décoloniser les esprits, pour lutter contre les pratiques coloniales qui perdurent, d'expliquer de façon systémique toutes les discriminations comme venant de la colonisation. C'est une erreur, et en plus c'est une erreur qui est malheureusement en France, et je le sais parce que j'ai travaillé sur ces questions-là, où malheureusement les archives coloniales, de fait personne n'y va, ou très peu de gens, on ne va même pas y voir, ou certes il y a l'État qui referme des archives, qui empêche de faire tout un tas de choses, mais où je trouve que c'est pas sérieux intellectuellement. Je peux dire un mot.